Bonjour à toutes et tous. Le génie génétique extraterrestre de deux génotypes humains a commencé il y a 400 000 ans. Bonjour à toutes et tous. Ceci est une interview entre Michael Salla et Peter Moon, célèbre auteur de la série de livres Montauk et éditeur de la série de livres Transylvania, écrit par Radu Sinamar. Tout d'abord, merci à Nathalie et à Chris d'avoir procédé à la traduction de cette interview qui était un petit peu compliquée. Merci pour cette aide à tous les deux. Dans cette interview, Peter Moon parle d'un récent voyage en Roumanie où il a mené des recherches liées à la série de livres Transylvania Rising. Dans la première partie de l'entretien, il se concentre sur ce qui a été découvert dans une grotte de Cioclovina qui, selon lui, présente des preuves évidentes d'être un puissant réacteur temporel. Il pense que la grotte revêt une importance particulière en rapport avec le biorhythme planétaire de 20 ans associé au projet Montauk, qui aura lieu en 2023. Dans la dernière partie de l'interview, Peter Moon se concentre sur le livre 6 de la série Forgotten Genesis, la Genèse oubliée, où les origines génétiques de l'humanité sont révélées. Peter explique comment Radu Sinamar, le protagoniste de la série, accède aux enregistrements holographiques et est aidé à comprendre les origines de l'humanité par des êtres associés à une civilisation souterraine appelée Apelos. Peter Moon développe les informations de Sinamar sur la création de deux génotypes humains à partir desquels les Syriens pourraient s'incarner sur Terre et une race de travailleurs les servirait. Le premier génotype, appelé Enl, E-N-L, posséderait plus de génétique extraterrestre et aurait donc de plus grandes capacités psychiques et mentales. En revanche, le second génotype, ENK, E-N-K, serait plus robuste et mieux adapté à la vie dans des conditions terrestres. Peter Moon évoque le généticien syrien Teneko, alias Enki, responsable de la création des deux génotypes humains qui pourraient être mélangés pour créer une espèce hybride de longue vie, comme cela est évoqué dans des textes anciens tels que la liste du roi et l'histoire de l'Égypte de Manéthon. Michael. C'est un grand plaisir pour moi que d'accueillir Peter Moon de nouveau dans Exopolitique. Peter, peux-tu nous parler de ton voyage en Roumanie? Peter. Oui, merci Michael. C'est agréable d'être ici à nouveau. Je suis allé en Roumanie cet été à la fin du mois de juillet. C'était la 3e fois et je n'étais pas allé en Roumanie depuis 3 ans à cause des restrictions du Covid. Bien qu'il ne soit pas impossible de se rendre en Roumanie, ils avaient réduit leurs opérations à Atlantikon, une académie d'été d'apprentissage où je me rends normalement. Et puis je n'étais tout simplement pas motivé pour y aller, avec toutes ces restrictions. J'y suis retournée pour la première fois en 3 ans et c'était une expérience très enrichissante. Un voyage qui m'a ouvert les yeux. Le but de ce voyage était bien sûr de visiter Atlantikon et de renouveler mon affiliation avec cette académie d'été. Alors mon plan était de retourner à la grotte de Cioclovina. Ce serait mon 5e voyage. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers dans le public, qui nous écoutent, cette grotte est considérée par mon ami, le Dr David Anderson, scientifique spécialiste du contrôle du temps et qui a aussi un réacteur temporel. Il dit que la grotte Cioclovina est l'endroit le plus significatif de toute la planète en ce qui concerne le voyage dans le temps avec un réacteur temporel. J'y suis allé par hasard la première fois, avant qu'il ne m'en parle. La synchronicité de ce fait nous a frappés tous les deux comme étant tout à fait remarquable. Alors j'y suis retournée en 2016 pour la voir de nouveau. Et j'ai découvert qu'il y avait là une autre grotte. La grotte principale que je connaissais est énorme.
Vous pouvez marcher debout dedans, mais après c'est plein d'eau et ce n'est pas facile que d'y pénétrer sans équipement. Donc, après ce passage difficile, on a grimpé en hauteur et on a trouvé une autre grotte qui était une entrée artificielle qui avait une porte en acier fermée. Il y a eu une autre aventure après celle-là où j'ai découvert un camp de scouts qui était un endroit où je pouvais rester et je me suis fait des amis. Avec le propriétaire du camp, je suis revenu 1 an plus tard. Nous sommes allés équiper dans la grande grotte, l'énorme grotte. On avait là des combinaisons de plongée, des casques de protection, tout l'équipement de spéléologie pour aller au plus profond de la grotte. On a avancé pendant 1 kilomètre. Et ce que j'ai découvert, c'est que la zone dans laquelle je voulais vraiment aller était une grotte sèche, cette grotte surélevée qui était la surprise de l'été dernier. Pour rentrer dans cette grotte sèche, cela nécessite une autorisation qui n'est pas facile d'avoir. Mais j'avais un ami qui devait venir avec moi et il s'est arrangé pour obtenir la permission d'entrer dans la grotte. Je n'ai pas levé le petit doigt, tout s'est fait tout seul. Il a dit que la seule raison pour laquelle il a pu le faire, c'est parce que le cousin de sa femme est l'explorateur de la grotte. Et il savait tout ce qu'il fallait dire pour nous faire entrer. Il nous a fait entrer, mais mon ami est tombé malade du Covid et il n'a pas pu venir. Le propriétaire du camp a dit que la permission lui était transmise, alors il est venu avec moi et un de ses amis. J'ai emmené avec moi la femme du docteur David Anderson, Eifer Anderson, présidente de la fondation World Chinese, que je connais depuis longtemps. Nous travaillons bien ensemble depuis 14 ans. C'est une enseignante professionnelle, experte en radio, en astronomie et dans n'importe quel domaine. Elle peut enseigner parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Alors, elle est venue avec moi. À ma connaissance, le docteur Anderson n'est jamais allé dans cette grotte sèche. Je le lui ai demandé s'il pouvait nous donner des indices sur ce que nous devions chercher. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire que nous avons rencontré ce spéléologue qui vit au-dessus de la grotte. Il est venu. Il était très académique. Il nous a parlé du crâne qu'ils ont trouvé. C'est l'un des plus anciens crânes humains jamais trouvés. Cette découverte est célèbre en archéologie. Mais je n'étais pas intéressé par cela. Je veux dire qu'il a été couvert par des archéologues qui en ont beaucoup parlé par la suite. Ce qui m'intéressait, c'était d'entrer dans la grotte et d'être proche de où se trouvent ces minéraux qui témoignent de l'existence d'un réacteur temporel. Donc, l'homme qui nous a conduits dans la grotte était un biologiste et il avait les clés de cette porte métallique et son nom était Robert. Il parlait parfaitement l'anglais. C'était un homme très gentil et il était là essentiellement pour nous guider. Je lui ai demandé s'il y avait des chauves-souris blanches dans cette zone, car j'ai écrit un livre intitulé « La chauve-souris blanche ». Et j'avais rêvé d'une chauve-souris blanche avant de venir en Roumanie de nombreuses années plus tôt, presque 20 ans plus tôt. Il m'a répondu « Oh oui, il y a plusieurs chauves-souris blanches, elles sont albinos ». Et j'ai dit que c'était très intéressant, car j'avais vu des photos de chauves-souris blanches qui n'avaient pas de yeux roses. Et là, il m'a dit que c'était des albinos partiels. On m'a dit, plus tard, de sources non scientifiques, qu'il y a toute autre espèce de chauve-souris blanche en Transylvanie, donc j'ai trouvé cela remarquable. D'après le biologiste, les chauves-souris dans cette grotte, il y en a, mais moi je n'en ai pas vu. La caverne souterraine principale ressemble à une grotte créée par Disney de la façon dont c'est taillé, mais c'est de la vraie roche. Et donc vous entrez là-dedans, vous arrivez à cette porte en métal que vous devez ouvrir. Il faut s'accroupir pour entrer. Je fais plus d'1,80 m. Il m'aide à passer, tout le monde passe, on est 5 ou 6, je ne me souviens plus. Nous pénétrons dans la grotte, elle n'est pas aussi spectaculaire que la grotte humide, parce que dans la grotte humide, il y a de l'eau et tout semble un peu plus net, intense. J'ai été dans des grottes bien plus intéressantes que celle-ci en Roumanie. Elle a différents coins et recoins, et certains d'entre eux
peuvent être pénétrés par une chauve-souris ou un drone ou quelque chose comme cela. Mais ce n'est pas humainement facile que de le faire, à moins d'avoir un équipement. Nous avons suivi une route principale et nous sommes allés à un endroit appelé la salle du bivouac. La salle du bivouac était grande, fascinante, énigmatique pour moi, parce que je ne pouvais la trouver sur les cartes. Ce n'était pas clair pour moi en regardant les cartes existantes sur Internet, donc c'était comme un grand mystère. J'ai découvert que mon ami avait demandé la permission d'aller dans la salle de bivouac et c'est pourquoi nous y sommes allés directement sans que j'aie besoin de comprendre quoi que ce soit. Sur le chemin, il y a comme des endroits, des aires où les géologues ont fait des explorations minières. Ils ont délimité les zones et on pouvait y entrer. C'est comme si vous descendiez dans une sorte de fosse de 1,50 m pour regarder ces mines qui étaient vraiment intéressantes. On arrive à la fin de la grotte, qui est en fait la salle du bivouac, et c'est devenu d'un grand intérêt. Vous vous rappelez, j'avais demandé à David, avant d'entrer dans la grotte, s'il pouvait nous dire quelque chose que nous devrions chercher. Il avait dit en gros qu'il y avait des minéraux, ici, que l'on ne trouvait nulle part ailleurs dans ce monde, ce qui est une indication de haute température qui monte très rapidement. Il a dit que cela ne peut se produire qu'en présence d'un réacteur temporel. Il le sait scientifiquement. Je ne le remets pas en question une seule minute parce que c'est lui qui soulève tout cela. Le problème est qu'avec la preuve scientifique, il va devoir montrer un réacteur temporel au monde entier. Michael, peux-tu nous expliquer ce qu'est un réacteur temporel? Peter, certainement, un réacteur temporel, c'est un appareil qui est breveté par le docteur Anderson, créé par lui, pour ralentir ou accélérer le temps, et j'ai le brevet que le docteur Anderson a déposé. Je peux le donner à toutes les personnes intéressées. Vous pouvez le trouver en téléchargeant les livres Sky ou en m'écrivant à peterman33@gmail.com et je vous enverrai une copie du brevet du réacteur temporel. Mais le réacteur temporel est essentiellement un appareil qu'il a créé et sur lequel il a travaillé dans le but d'y mettre des humains. Il a fait cela à partir de 2010. Voilà ce qu'est un réacteur temporel. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'il a commencé à travailler avec ce réacteur, il a découvert qu'il dégageait plus d'énergie qu'il n'en mettait. C'est un peu comme quand vous avez vos panneaux solaires sur votre maison et qu'ils produisent plus d'énergie que vous n'en consommez. Alors, l'énergie retourne à la compagnie d'électricité et ils vous payent pour ça. Vous avez entendu parler de ça. C'est ce qui s'est passé avec son appareil. Il le chargeait en mettant de l'énergie pour le faire fonctionner, mais il produisait plus d'énergie qu'il en mettait et il a découvert qu'à cause de la dilatation du temps, il y a un principe par lequel quand un changement de temps se produit, il y a une décharge d'énergie. Cette décharge d'énergie est si importante qu'elle pourrait résoudre le problème de l'énergie dans le monde. Ceci est une question politique et ce n'est pas un problème scientifique dans la mesure où la science est dirigée par la politique. Donc, quand un réacteur temporel se décharge, il émet une quantité énorme de chaleur qui se traduira par la manifestation de certains éléments dont l'hydroxyde stylotatite. C'est difficile à prononcer et difficile d'épeler. Et c'est ce qui m'intéressait de voir si je le pouvais. Alors, le docteur Davidson nous avait donné ou prêté par l'intermédiaire de sa femme un analyseur de spectres et un détecteur de champs électromagnétiques. Et j'avais un ingénieur avec moi, un ancien collègue, qui n'était pas dans le domaine du voyage dans le temps, mais il est venu avec moi pour faire fonctionner ces appareils. Vous savez, ce que nous faisions n'était pas une expédition scientifique. Nous fouillions dans le coin pour entrer dans la grotte. Je travaille sur ce projet depuis 2016. Cela m'a pris 6 ans pour trouver un moyen d'obtenir la permission d'entrer dans la grotte. Donc, on est entré, on a trouvé une zone, et enfin, il y avait plusieurs zones de fouilles
comme je vous le disais. Il y avait là une sorte de poudre jaune qui dégageait une fréquence à peu près de 23 à 24 gigahertz. C'était une harmonique. C'était jaune. Cela ressemblait à du soufre. Mais je ne crois pas que c'était du soufre. Cela a donné une réaction. Puis on a trouvé une petite alcôve, une petite zone minuscule, avec ce qui ressemblait à de l'hydroxyde stalactite. Et j'ai donné un morceau à Heather parce qu'elle aime les pierres précieuses, les cristaux et les minéraux. Et je lui ai dit, peut-être que tu peux évaluer cela. Ce qui était important pour moi, c'était que je sois présent physiquement dans cette grotte. De surcroît, le 12 août, pendant ce que l'on appelle le voyage de Montauk, le biorhythme de Montauk, du 10 au 14 août, également connu sous le nom de Porte des Lions en Égypte. Cette année, ce que j'ai pu faire, c'est faire se connecter la femme de Héfer, la femme de David, à ma belle famille. Et maintenant, parce que nous avons rendu visite à mes beaux-parents qui, comme vous le savez, ont une belle maison en Transylvanie, ce qui est nouveau, ils n'ont pas toujours vécu là, et nous leur avons rendu visite. Eh bien, la synergie entre eux était extraordinaire. Quand tu veux faire rencontrer deux personnes, tu voudras qu'elles s'entendent bien. Mais là, c'était vraiment la synergie au maximum. Ceci est pour moi un grand signe que j'avais connecté ma famille à travers un voyage dans le temps, si je puis dire. Et je peux appeler cela, car je ne les vois pas très souvent, je les considère comme ma famille et mes beaux-parents en Transylvanie. Michael, pouvons-nous revenir à la grotte Chiokolovina? Vous avez parlé de David Anderson qui avait un brevet pour un réacteur temporel. Cette grotte est très importante car elle est liée au fait d'être en quelque sorte réactive au temps d'une manière ou d'une autre. Y a-t-il des preuves d'effets de dilatation du temps? Peter. Je veux dire que c'est juste dans le minéral, c'est dans les minéraux, c'est l'hydroxyde stalactite qui est ce minéral orangé qui ne peut se produire qu'à haute température. Maintenant, si vous lisez les articles scientifiques sur le sujet, ils disent que c'est dû à une combustion de guano, la fiente de chauve-souris. Le tunnel construit par l'homme dans la grotte a été créé pour extraire le guano de chauve-souris pour l'utiliser dans les explosifs pendant le régime de Ceausescu. Le guano devait monter jusqu'à 1 mètre de haut, si ce n'est plus, et ils ont extrait tout cela parce que c'était une ressource. Donc, les scientifiques affirment que c'est dû à une combustion du guano, de la chauve-souris, et en même temps ils admettent que ce n'est pas scientifique. Il n'y a aucune chance que le guano puisse faire cela, et c'est juste ça qui ne va pas. David a été témoin avec sa machine à voyager dans le temps, son réacteur temporel, que lorsqu'il y a une décharge, cela crée une forte chaleur qui va engendrer la manifestation de ces minéraux, en particulier ce minéral. Il a donc dit que cela pouvait être la preuve d'un réacteur temporel. La façon de faire de David est de rassembler énormément d'informations et plus d'informations qu'il pourrait nous donner. Donc, c'est énigmatique, mystérieux, mais c'est le chemin que j'ai suivi. J'ai aussi parlé dans le passé de la façon dont toute la tradition des esprits indigènes roumains, connus sous le nom de Solomonari, était là pour vous inviter à pénétrer dans la terre intérieure pour une initiation. C'est la tradition de leur dieu Zalmoxis, qui a été initié en étant conduit dans la terre intérieure pendant 4 ans, où il a reçu l'initiation et s'est transcendé d'un humain à un dieu. Donc, c'est cette tradition que je vis. Mais cela arrive par le biais d'un scientifique qui a voyagé dans le temps et qui m'a amené en Roumanie, m'a signalé la découverte de la grotte afin que je m'y intéresse en raison de toutes les choses que mes recherches ont permis de découvrir et qui m'ont conduite ici. Michael. Mais n'est-ce pas un peu comme une preuve indirecte? Je veux dire que
Vous voyez ces minéraux ou vous voyez les sortes d'artefacts qui pourraient indiquer une sorte de décharge de haute énergie qui les a provoqués suite à l'effet d'un réacteur temporel? Peter. C'est circonstanciel en effet, mais vous devez comprendre que ce n'est pas qu'une partie de mon voyage. Mais je suis en train de retracer les découvertes scientifiques et les affirmations d'un scientifique, le docteur David Anderson. Ce n'était pas une expédition scientifique. Je fouille, je cherche à cause de ce qu'il m'a dit. Bien sûr, au début, j'ai demandé comment tout cela avait commencé. J'ai dit « Que pouvez-vous me dire sur la Roumanie ?» Et là, il m'a parlé de la grotte de Cioclovina. Et comme elle était si importante pour cette raison et qu'il y avait un phénomène de réacteur temporel qu'il s'est produit il y a 200 ou 211 ans, ou 200 ou 2000 ans, et qu'il pouvait dire par la nature des sédiments. Nous étions tous les deux très émus par le fait que j'avais été emmené dans cette grotte l'été précédent par un archéologue et que je n'avais pas demandé à y aller. J'ai été amené là, c'est la tradition des Solomonari ou des bergers qui gèrent les moutons. Ils vous emmènent dans une grotte, donc j'ai vécu une tradition et mon principal intérêt c'était de me fondre dans cette tradition. Bien sûr, j'ai été guidé. C'est comme une main qui me guide quand je ne demande pas. Et parfois, je demande par exemple, je suis allé dans cette grotte en 2018 et j'ai demandé à y entrer. J'ai demandé à y entrer en méditant, mais je n'ai jamais demandé à personne la permission d'entrer dans l'une ou l'autre grotte. Je n'ai pas dit à quelqu'un qui pourrait m'y faire entrer, mais je l'ai demandé. Un peu sur le ton de la plaisanterie d'ailleurs. C'est comme demander au prêtre local de voir le pape. C'est une sorte de voyage. Michael. J'aimerais maintenant consacrer un peu de temps au 6e livre de la série La Genèse oubliée. Je me demandais si vous pouviez commencer par nous parler de la couverture de ce livre où il y a une sorte de piédestal en pierre avec quelqu'un dessus. Peter. C'est un producteur d'Hollywood qui est très doué et ce piédestal évoque la maison de Montauk. Il essayait d'intégrer le thème de Montauk dans ce livre et bien sûr de l'ADN. Ce livre parle de l'ADN des humains et comment leur ADN a évolué. C'était son concept. Je ne travaille plus avec lui, j'ai été proche de lui pendant 6 ans, mais il m'a laissé tomber comme une patate chaude sans aucune explication. C'est une explication de la couverture, donc nous pouvons passer à l'essentiel. Le contenu principal du livre est que nous parlons de la façon dont les changements dans l'ADN ont eu lieu au cours des millénaires et comment l'humanité a évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Cela inclut des explications et des positions mythologiques en ce qui concerne l'Atlantide, Shambhala, Hyperborée, Troie. Et l'auteur Radu Sinamar prend le temps d'illustrer et représenter graphiquement tant de choses qu'il a mis une quantité énorme d'efforts dans ce livre et cela lui a causé beaucoup de maux de tête pour essayer de faire les choses correctement. Michael. Pouvez-vous expliquer comment il a obtenu les informations holographiques qui lui ont été envoyées avec l'aide des êtres d'Apellos? Peter. Oui, cela nous ramène à l'histoire du 3e livre du mystère de l'Égypte où ils obtiennent ces tablettes de platine qui pourraient être comparées à des CD. Ce ne sont pas des CD, mais elles y ressemblent. Parce que si vous touchiez une certaine partie de ces tablettes, vous pouviez lire des images holographiques. Mais il y avait un problème pour les traduire. Alors, ils ont finalement fait une avancée. Cela avait à voir avec l'utilisation du fauteuil en Égypte. C'était comme un fauteuil et ça avait un rapport avec le cristal. Mais ils ont rencontré un obstacle. Ils n'ont pas réussi à comprendre comment lire ces tablettes pendant un certain temps. Les êtres de la terre intérieure sont venus à leur secours, ils avaient pris contact avec eux. Ils s'appelaient Dren et il leur était apparu, et il était lié à la ville d'Apellos dans la terre intérieure. Apellos est situé sous une zone en Transylvanie, connue sous le nom de montagne d'Aposénie. Je n'y suis jamais vraiment allé,
Mais d'après la description de Radu, il y a des gens de la terre intérieure qui vivent à la surface et qui ont leur propre entrepôt où ils commercent avec le monde supérieur, le monde de la surface. Et ce serait très intéressant peut-être d'aller voyager autour et chercher ces êtres, parce qu'ils ne vont pas nécessairement se montrer. Et s'ils se montrent à vous, ils vous surprendront probablement. À moins d'avoir vraiment du temps devant moi, je ne voudrais pas partir en voyage pour essayer de trouver ces gens. Mais ils existent et ils facilitent les opérations assez importantes sur le monde de la surface. Il y a un échange et ça ne se fait pas seulement en Roumanie. Il y a d'autres régions de la planète où vous avez des habitants de la surface qui sont en fait des êtres de l'intérieur de la Terre qui pratiquent le commerce entre la Terre intérieure et le monde de la surface. Dans tous les cas, il est amené dans cette zone comme un entrepôt où on lui offre cet appareil. L'appareil est un peu comme un casque ou une visière qui pourrait être très approximativement comparé à ces analyseurs d'ondes cérébrales, mais c'est beaucoup plus élaboré que ça. C'est avec une visière, ça donne une projection holographique dans laquelle il y a un échange entre l'esprit et les êtres qui lui enseignent depuis la terre intérieure. C'est un peu comme une salle de classe, comme si vous alliez dans une salle de classe avec un ordinateur très avancé et que vous interagissiez avec l'ordinateur, plutôt qu'avec un professeur. Et là, bien sûr, le professeur apparaît, mais sous une forme holographique, et son nom est Mantia. Elle devient son professeur, ou du moins l'un d'entre eux. Et il est en train d'apprendre toutes ces informations. Cela se résume à une série de leçons sur la façon dont l'ADN humain a évolué sur cette terre, et cela remonte à l'histoire ancienne. Et là, bien sûr, c'est le thème principal. Michael. Donc, il y a ces tablettes de platine qui ont dû être interprétées. Alors, pouvez-vous clarifier ce que Radu Sinamar voyait à travers les lentilles avec l'aide de ces êtres d'Apellos et avec les informations holographiques stockées sur ces tablettes de platine qui ont été récupérées de la salle des archives en Égypte? Peter. Je pense que la meilleure chose à faire est de donner un aperçu de ce dont il s'agit. Son mentor, César, parle essentiellement d'un saut évolutif chez les êtres humains et il dit que nous devons considérer l'ADN si nous voulons faire un bond dans l'évolution en tant qu'espèce. Et c'est sur quoi l'attention est portée par les gens qui sont des penseurs progressistes ou des penseurs New Age. Ils pensent à cette idée, ils font souvent des commentaires sur le passage à la 5D ou quelque chose comme la 5e dimension. Ces choses deviennent plutôt non scientifiques, pour ne pas dire plutôt présomptueuses. Ils parlent d'un saut dans l'évolution et ils sont tous en train d'éluder un saut évolutif des êtres humains qui va se produire dans la structure de l'ADN. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais ce qui est ici, et ce qu'on nous enseigne dans ce livre, c'est que tout dépend de l'environnement et que même les étoiles ont une influence sur l'ADN au cours d'une période de temps. Bien sûr, vous pouvez le voir très couramment si certains animaux ont des caractéristiques différentes ou même les êtres humains par temps froid ou chaud. C'est très évident. Mais ce qu'il veut dire, c'est que cela se produit sur une très longue période de temps, des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Donc, il dit en gros qu'au cours des millénaires, cet ADN a été géré par des êtres extraterrestres, mais cette gestion permet une certaine spontanéité. Si vous contrôlez tout, vous n'obtiendrez rien d'autre qu'une situation contrôlée. Vous devez laisser un certain degré de spontanéité et aléatoire pour que cela se produise, sinon ce n'est pas une évolution progressiste. C'est plus une évolution robotique. Et il donne des explications détaillées sur la façon dont l'humanité a évolué d'un état primitif à un état plus éclairé. Et il sépare les deux classes d'êtres, l'une qui est plus proche de l'homme de Néandertal et l'autre qui est plus physique ou non physique, plus spirituel. Michael.
Je voudrais savoir comment tout cela a commencé dans ce livre, car il indique qu'il y a 432 000 ans, c'est à ce moment qu'un vaisseau massif, en forme de sphère appelé Nibiru, est apparu. Il était peuplé par des extraterrestres syriens et c'est là qu'ils ont commencé les modifications génétiques avec des primates qui constituaient l'humanité. Que pouvez-vous dire? Je veux dire que ça semble correspondre à ce dont certains ont parlé à propos de ce planétoïde, Nibiru, où vivent les Anunnaki. Peter. Oui. Il a dit que c'était une énorme erreur de croire que c'était une planète. Il a dit que ce n'était pas une planète, que c'était un énorme vaisseau spatial, et voici sa clarification sur le sujet pour ceux qui se sont branchés sur Zecharia Sitchin. Ceci vous donnera une perspective différente sur son travail et peut-être une clarification. Je sais qu'il a été très populaire auprès des personnes qui ont suivi le soi-disant mouvement extraterrestre, si on peut appeler ça ainsi. Mais c'est aussi simple que cela. C'est comme si on disait que ce n'était pas tout à fait comme les gens le pensent. C'est un énorme vaisseau spatial qui était là pour guider l'humanité vers un état d'évolution. Je dirais également que ce qui vaut la peine d'être réfléchi à propos de ce livre, c'est que tout ce qui se joue ici, à voir avec le fait de se dérouler sur une longue période de temps, nous vivons actuellement ce que certains appellent la fin des temps. Mais que ce soit ou non la fin des temps, nous atteignons un crescendo de civilisation où tant de choses se produisent si vite que c'est comme si nous atteignions une masse critique en termes de conscience, ou du moins nous le pensons. Car nous pouvons certainement juger par l'histoire que nous avons étudiée et apprise en grandissant que les choses se produisent à un rythme beaucoup plus rapide. Donc, cela nous fait penser que nous sommes spéciaux à certains égards et peut-être le sommes-nous, mais quand on y pense, c'est comme si toute cette longueur et lente gestion de l'évolution, dont une partie, sinon la totalité, est spontanée et aléatoire, et que cela a atteint un certain point culminant et nous en sommes les bénéficiaires. Même si vous nous considérez seulement comme étant divertis par tout cela, et je ne veux pas minimiser en disant que c'est juste un divertissement. Michael. Michael. Donc, avec cette composante astrologique de la modification de l'ADN, j'ai pensé que c'était très intéressant. Je n'avais jamais vu cela avant. Ce vaisseau de la taille d'un planétoïde Nibiru joue un rôle dans les altérations génétiques. Dans le livre, il y a des diagrammes montrant comment, selon la position de Nibiru par rapport à la Terre et au Soleil, l'influence astrologique a eu un impact majeur sur les modifications de l'ADN. C'était une surprise pour moi, et pouvez-vous nous en dire plus? Peter. Oui, je peux le faire, et je dirais que dans ce livre, et aussi dans le livre suivant, le cristal éthérique, c'est assez évident. Simplement que les auteurs, et je dis les auteurs, je ne parle pas seulement de Radu, mais aussi de ses mentors, qui ont un grand respect pour l'astrologie. Ils ne le mentionnent pas beaucoup, mais ils y prêtent attention parce qu'elle a à voir avec l'influence subtile. Ce que je dirais, et je suis d'accord avec vous, ce n'est généralement pas présenté de cette façon, c'est une sorte de roman. D'un autre côté, si vous étudiez profondément l'astrologie et la Kabbale et l'interrelation entre les deux, vous verrez que l'ADN s'exprime en référence aux archétypes planétaires et ainsi de manière évidente. Les gènes guerriers seraient apparentés à Mars. Les gènes vénusiens seraient apparentés à Vénus. Nous avons tous une partie de ces soi-disant archétypes planétaires dans notre ADN et on en ressort tous un peu différents. Un mélange différent. Et si c'est ce qui nous rend uniques en tant qu'individus, parce que même si on a un ADN assez similaire à celui de notre famille, nous sommes tous des individus différents. Car en fait, l'ADN
contient l'influence archétypale des planètes. Il y a même d'autres études où vous pouvez avoir un aperçu de ce qui se passe dans votre corps par rapport aux planètes. Il y a une correspondance, tout comme votre horoscope. C'est un bon jour pour faire du sport, ce sera un bon jour pour faire l'amour, et c'est toujours le jour ou à la semaine. En ce qui concerne les changements majeurs dans l'ADN, ce serait aligné avec les étoiles qui ont une influence subtile. C'est une influence subtile qui ne sera pas nécessairement quantifiable en termes scientifiques ordinaires. Et la raison pour laquelle elle n'est pas quantifiable, et cela est dû à l'instrumentation qui n'est pas adaptée. Michael. Je peux juste intervenir parce que je veux avoir une idée de comment ça marche, parce que les gens sont familiers avec l'idée de l'astrologie qui est pertinente en termes de temps, d'endroits précis, où vous êtes né, la position des étoiles, ce qui donne une idée de votre personnalité qui s'est avérée incroyablement précise pour beaucoup de gens qui l'ont explorée. Certains l'appliquent à la naissance d'une nation, comme les États-Unis. Ils disent que le 4 juillet 1776 a également une signification astrologique en termes de rôle que les États-Unis ont joué en tant que nation. Donc, l'information que Radu Sinamar a présentée, il semble que l'espèce humaine, en termes de modification, ou la dernière mise à jour que ces Syriens à bord de ce vaisseau spatial Nibiru ont créé, en fonction des étoiles, des alignements des planètes et du vaisseau Nibiru, cela marque en quelque sorte une espèce particulière qu'ils ont modifiée avec les caractéristiques qu'ils veulent. C'est à peu près cela? Peter. Oui. Mais je voudrais aussi dire quelque chose qui est important de mentionner ici, qui n'est pas nécessairement mentionné dans le livre. C'est qu'il y a différents types d'astrologues. Mais il y a des astrologues qui m'ont dit qu'on pouvait mettre un déchet ou n'importe quel instrument en orbite et que l'on pouvait établir une corrélation astrologique et ça peut ne pas être aussi influent que, disons, une planète ou un astéroïde. Mais tout ce qui orbite dans le ciel peut être astrologiquement référencé. Donc ce que j'essaie de dire, ce à quoi je fais allusion ici, c'est que cet énorme vaisseau spatial Nibiru, je ne sais pas si c'est le nom réel, je crois que c'était le nom. Mais en tout cas, cette planète a un référencement astrologique qui lui est propre. Donc, elle devient une grande influence en soi, et le fait qu'ils étaient là à faire des choses en dirigeant le cours de l'évolution humaine, il y a toujours une partie de ce pilotage où ils laissent un agenda ouvert. Comme par exemple programmer cette équipe pour qu'elle gagne, si c'est un sport. Mais vous laisseriez une marge, là, 30-40% pour qu'elle perde. En d'autres termes, elle doit être performante. Elle doit répondre et elle pourrait ne pas gagner si elle est programmée pour gagner. Elle pourrait faire ressortir une équipe encore meilleure. Qui sait? C'est juste une analogie d'un point de vue sportif. En d'autres termes, il y a toujours cette porte ouverte à la spontanéité. Mais je voudrais aussi comparer cela à ce que l'on appelle l'élément maverick dans l'évolution. On dit qu'il y a toujours un élément maverick dans la génétique qui va tout défier. Mais c'est plus comme le ver sur une roulette qui apparaît. Il n'apparaît pas très souvent et il pourrait même apparaître moins souvent que le ver à la roulette. Donc c'est un principe de l'évolution. Vous avez toujours un facteur chaotique aléatoire. Michael. Une des choses que j'ai trouvées intéressantes dans le livre La Genèse oubliée, c'est qu'il corrobore ce que l'on trouve dans les archives sumériennes. Et vous savez alors que Sitchin avait tort sur le fait que Nibiru était une planète. En fait, c'est un vaisseau spatial, un vaisseau sphérique, qui avait cette influence astrologique. Il avait néanmoins raison de dire que les archives sumériennes parlent de vaisseaux, sortant de ce planétoïde Nibiru, qui descendait et commençait à extraire des métaux précieux, surtout de l'or, et que c'était, vous savez, la première sorte d'atterrissage des Syriens ou des Anunnaki de ce vaisseau spatial. Et que finalement, à cause de la difficulté d'extraire l'or et d'autres métaux précieux, il a été décidé que les humains devaient être créés comme une sorte d'espèce esclave. Donc, oui, j'ai trouvé cela intéressant.
Vous voulez commenter cette correspondance entre le matériel de Sitchin et celui des Sumériens? Peter. Je ne l'ai pas fait. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas vraiment lu le matériel de Sitchin, mais j'ai essayé de le lire. Il m'avait été signalé en premier par Albielek, et je n'ai pas réussi à lui donner un sens. Cela ne résonnait pas en moi. Michael. Ok, donc les Syriens ou les Anunnaki, si on veut utiliser ce terme, du vaisseau spatial Nibiru, atterrissent sur Terre. Ils commencent l'exploitation minière, décident finalement de créer une espèce d'esclaves humains pour faire l'exploitation minière en leur nom. Et donc, maintenant, il y a l'implication de ce genre d'Enki contre Enlil. J'ai trouvé cela intéressant parce que cela apparaît dans divers textes sumériens, tels que les Atrahasa et la Genèse d'Eridu, qui parlent d'Enki et Enlil et Marduk, et de ces types. Mais dans ce livre, Radu Sinamar parle d'un être appelé Ténéko. En tant que Syrien, alors comment cela se rapporte-t-il à cette sorte de panthéon Anunnaki, Enki, Enlil et Marduk? Peter. Eh bien, l'auteur se réfère à l'époque de Ténéko, le moment où cette remarquable créature extraterrestre est descendue sur le sol depuis le vaisseau porteur qui était venu du conflit dans l'espace, et a vu un grand groupe de primates se cachant dans la peur. Il regarde une image holographique et l'un d'entre eux a eu le courage de sortir des buissons et de s'approcher un peu plus. Ténéko s'arrête et il a eu ce qu'on appelle une étincelle de génie, car il a eu l'idée de transformer ces grands primates en un humanoïde supérieur. Donc, en d'autres termes, ce tentacule descend, il voit les singes comme dans 2001 et l'un d'eux se détache. Vous savez, l'être humain étant capable de tuer quelqu'un, c'est différent, mais c'est l'idée d'un primate ensemencé par un être supérieur. Cela est très intéressant de comparer cela au monde d'aujourd'hui. On ne voit pas d'être humain nécessairement essayer d'ensemencer des animaux en disant « Oh, ces animaux !» Mais les gens interagissent avec les animaux. Il y a des communicateurs animaliers dans tout ça. Il y a une communication entre différentes espèces. Et les êtres humains, ce n'est pas dans un contexte comme celui-ci. Ce n'est pas dans le même contexte. C'est aussi ce qui se passe dans le Nouveau Testament quand le Christ voit ces êtres inférieurs et essaie de les ouvrir à un cadre de conscience plus élevé. C'est ce qui se passe dans la tradition de Roumanie avec Samoxis. Michael. Je sais que dans la Genèse oubliée, Ténéko est décrit comme le père de l'humanité. Il est décrit comme quelqu'un qui émane beaucoup de félicité et un profond respect pour les lois cosmiques. Donc il semble qu'il s'agisse d'Enki, un généticien par opposition à Enlil, son demi-frère, qui est décrit dans les Atrahasis comme ayant commis un grand mal. Savez-vous donc à nouveau si Ténéko est Enki ou quelqu'un d'autre? Peter. Eh bien, il semble être quelqu'un d'autre. J'ai dit que je ne suis pas vraiment à l'aise avec Enki parce que je n'ai pas lu le travail de Sitchin, vous savez. Donc je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Michael. On dirait que ce Ténéko, qui qu'il soit, on dirait qu'il est Enki. Mais on ne le sait pas, c'est normal. Ce Ténéko est impliqué dans la création de différentes branches de l'humanité. Il crée 2 branches primaires qu'il décrit comme étant la branche Enlil et la branche Enki. Et dans le livre, vous avez un diagramme. Peter. Eh bien oui, il dit en gros que la branche extraterrestre ou la branche Enlil est beaucoup plus évoluée spirituellement et que les autres sont juste un peu dans la confusion. Et vous pouvez voir s'il est spécifiquement précis à ce sujet ou non. Vous pouvez certainement voir ce qu'il dit sur les êtres humains ordinaires, où certaines personnes sont préoccupées par le fait de se nourrir et de survivre, et d'autres ont des idées beaucoup plus élevées de qui ils sont, de ce qu'ils font et de ce qu'ils veulent être. Et bien sûr, l'un peut être corrompu. Les êtres inférieurs peuvent corrompre les êtres supérieurs. Cela met aussi en lumière les personnages du livre Time Machine. C'est un peu à l'inverse, les êtres inférieurs qui prennent le dessus et les êtres supérieurs ne travaillent pas, mais ils deviennent de la nourriture pour les êtres inférieurs. Michael. Donc,
Cette différenciation de l'humanité en deux groupes, l'un avec plus d'ADN extraterrestre qui leur donne ses capacités supérieures et les rend capables de rencontrer et d'interagir avec les extraterrestres, et l'autre branche avec moins d'ADN, plus d'ADN de primates. Et ils sont plus ou moins comme une race d'ouvriers, si vous voulez. Donc il semble que les Syriens sur Nibiru, ou, si vous voulez les appeler les Anunnaki, ils ont créé ces deux prototypes d'humains. Un pour être une race supérieure et l'autre une race inférieure qui ne ferait que fournir un dur labeur et un service à la race supérieure, qui à son tour serait subordonnée aux Anunnaki. C'est à peu près l'idée ? Peter. C'est à peu près ça. Et bien sûr, vous pouvez voir ça dans une coopération. Nous sommes les personnes qui sortent et font le travail difficile. Et vous avez les cadres dans un bureau et puis vous avez la personne qui supervise ou les actionnaires ou les grands manipulateurs. Non pas qu'ils aient besoin de l'être dans un contexte négatif, bien qu'il le soit souvent. Donc c'est juste comme si c'était juste un de plus. C'est un peu ce qui arrive. Les gens sont évalués par leurs compétences relatives au travail et c'est un peu comme l'élevage. Michael. Il semble que cela soit lié d'une certaine manière à cette séparation du rhésus positif et du rhésus négatif entre l'humanité, où 85% des gens sont rhésus positifs et 15% sont rhésus négatifs. Et ces 15% sont censés avoir plus d'ADN extraterrestre. Est-ce exact? Peter. Je ne sais pas si c'est exact. Je veux dire que c'est une projection raisonnable, mais un des problèmes, et vous le savez probablement aussi bien, sinon mieux que moi, c'est qu'un grand nombre de personnes, des extraterrestres, ou qui préconisent des contacts, commencent à avoir faim. Il y en a beaucoup qui prônent certaines choses ou certains êtres, et même s'ils semblent être d'une intelligence supérieure ou autre, ce n'est pas le cas. Et cela s'applique aussi aux rhésus négatifs. Ce n'est pas nécessairement un signe de leur intelligence ou de leur spiritualité. Il y a aussi un côté sombre au-dessus de tout cela, quand on arrive à l'association plus négative avec le rhésus. Je pense que le rhésus négatif, ça peut aller dans les deux sens. Mon opinion personnelle est que lorsque vous avez ces êtres soi-disant évolués, c'est comme deux faces d'une pièce. Ça peut aller dans les deux sens. Et je pense que j'aurais aimé le voir, l'aborder plus, parce qu'il aborde un peu la nature du mal, comme cela s'infiltre dans tout ça. Michael. Une des choses que j'ai trouvées fascinantes est que dans la création de ces deux branches de l'humanité, l'une d'elles ayant plus d'ADN extraterrestre que l'autre, certains Syriens, dont Ténéco, si je me souviens bien du livre, choisit de s'incarner dans la branche Enlil, cette branche qui a plus d'ADN extraterrestre. Donc il semble que c'était l'une des considérations pour créer cette branche qui serait plus réceptive aux extraterrestres s'incarnant et vivant sur Terre dans un de ces corps physiques humains comme un corps adamique ou un corps parfait, qui je pense à l'origine était androgyne. Et ensuite vous avez les autres êtres, les êtres Enki avec moins d'ADN extraterrestre, qui seraient plus ou moins dirigés par ces extraterrestres qui se sont incarnés dans ces corps Enlil. Peter. Oui, je comprends ce que tu dis. Je pense que l'un des grands défis ici, c'est, et il donne des exemples de cela, et dit ce que j'ai dit plus tôt à propos de ces gens qui vivent parmi nous sur la terre intérieure et qui viennent de la terre intérieure. Vivant à la surface, on dirait qu'il y a tous ces gens, mais ils ne se rendent pas disponibles pour l'inspection, ce qui est compréhensible dans une certaine mesure. Qu'est-ce que je peux dire là, pour généraliser? L'humanité n'est pas une espèce qui se souvient très bien de ces choses, et la plupart des gens qui, entre guillemets, se souviennent, souffrent d'autres problèmes, à tel point qu'on se demande s'ils se souviennent vraiment. Donc ce que je suis en train de dire, et un des gros problèmes auxquels il est confronté, il en parle particulièrement dans le 7e livre, le cristal éthérique, l'humanité n'est pas à la hauteur. L'humanité n'est pas à la hauteur. C'est l'ensemble de la situation des religions,
que l'humanité n'est pas à la hauteur. Elle a besoin d'être soulagée de ses péchés. Elle doit quitter la roue du samsara et atteindre le nirvana. L'humanité est un peu comme un serpent. Le moins que l'on puisse dire, c'est que lorsque vous avez cette idée de ces êtres bien équilibrés, ils n'utilisent pas ce mot. Mais ces êtres évolués, c'est un peu comme si vous ne les voyiez pas beaucoup, si ce n'est pas du tout. Vous pouvez les voir dans vos propres visions, dans vos propres rêves, mais beaucoup des icônes que les gens choisissent, c'est plus des icônes sociétales qui laissent souvent à désirer. Cela a l'air bien, peut-être que c'est bien. Ce que j'ai à en dire, c'est qu'il y a là un énorme défi à relever et que c'est peut-être pour cela que son dernier livre est si difficile et stimulant parce qu'il parle de ses idées nobles, mais il y a un certain point où il doit être délivré, ce qui est l'essence même du Messie, qui signifie délivrer. Donc ça devient au point critique, un point de masse critique, en ce qui concerne ce qu'il exprime ou essaie d'exprimer, et nous pourrions l'utiliser dans tout le concept de l'ascension de l'humanité. Car il est très facile de se concentrer sur la chute, parce qu'il y a tellement... Vous y faites face tout le temps, vous savez, le fait de vivre dans ce monde. Michael. Je veux juste revenir à ce diagramme à nouveau. Ce que les extraterrestres ont créé, ces deux branches de l'humanité, parce qu'ils avaient l'intention d'en avoir certainement besoin, peu importe comment on les appelle, les Syriens, les Anunnaki. Ils l'ont fait parce qu'apparemment le terrain, la gravité, l'atmosphère de la Terre, tout cela était inhospitalier pour les extraterrestres eux-mêmes. Ce qui permet à Teneko ou Enki de s'incarner dans le corps humain. Et puis plus tard, il parle de la façon dont ces deux branches, la branche Enlil, la branche Enki, qui créent ce genre entremêlé, créent une espèce hybride. Et que ces espèces hybrides étaient connues sous le nom de demi-dieux. Cela correspond à ce que nous savons sur cette succession de règnes sur terre des dieux et des demi-dieux. Pierre. Oui, c'est très détaillé, mais là encore, ça nous ramène au concept comme la branche Enlil, la branche supérieure qui s'incarne dans un environnement toxique, entre guillemets. Ils se déplacent dans le ghetto, je veux dire, c'est comme si c'était... Ils vont interagir dans le ghetto. Et puis, il y a une combinaison de cela, quand tu prends du recul et que je regarde cela. Pourquoi quelqu'un vient dans ce monde? Je ne le vois pas nécessairement de façon négative en tant qu'être humain. Mais quand je suis confrontée à cette information, voici ce que je pense. Qu'est-ce que vous pensez tous en premier lieu? Au niveau d'extraterrestres supérieurs, à quoi pensez-vous? Michael. Oui, cela nous donne un cadre intéressant pour comprendre l'histoire ancienne. Il y avait une minorité de la planète qui avait cette sorte de constitution génétique supérieure, Enlil. Et ils formaient la classe dirigeante de civilisations comme l'Atlantide. Et vous savez que les Atlantes avaient leur division de pouvoir, mais elles étaient entre ceux qui avaient ce génotype Enlil dominant dans leur propre constitution, et que les peuples environnants étaient les Enki, ce genre de génétique moins hospitalière pour les extraterrestres, avec moins de capacités. Je veux dire qu'ils étaient plus robustes, mais ils n'avaient pas les capacités psychiques, l'intelligence supérieure. L'intelligence supérieure de ces êtres Enlil est que l'Atlantide a implosé ensuite. Ces êtres Enlil se sont en quelque sorte échappés. Ils sont allés dans les profondeurs de la Terre et ils ont trouvé des lieux de refuge. La surface de la planète étant dominée par l'autre groupe, le groupe Enki. Peter. Oui, c'est ce que je disais, c'est comme si, vous savez, avec toute cette grande évolution, toute l'histoire de l'Atlantide est une histoire de destruction et, comme vous le dites, d'évasion. C'est comme si cette bataille est une situation qui ne s'améliore pas vraiment, mais au fond de nous, en tant qu'êtres humains, nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir que d'une manière ou d'une autre, ce vaisseau peut être corrigé.
C'est notre vaisseau individuel. Et c'est ce à quoi tout se résume, à corriger notre propre vaisseau pour que nous puissions survivre à toutes ces choses. Le grand jeu au travail, ce qui devient, je suppose, que l'aspect le plus prometteur, et vous savez, quand il va à Shambhala, c'est peut-être l'aspect le plus beau et le plus rédempteur de son travail. C'est cette connexion à Shambhala, au centre de la Terre, où il y a l'harmonie au-delà de la croyance. Et le Shambhala n'est pas identifié avec les extraterrestres, mais plutôt avec l'intérieur de la Terre. Michael. Shambhala n'est-elle pas composée principalement d'humains Enlil qui ont fui la surface de la planète parce qu'ils ont vu qu'elle entrait dans cette période de dégradation et de barbarie? Alors ils se sont échappés vers la terre intérieure et ils sont allés de plus en plus profondément à l'intérieur. C'est ainsi que Shambhala a été créé. Peter. Exactement. Eh bien, Shambhala n'a pas été créé par les êtres Enlil, à moins qu'ils ne créent en quelque sorte un complément, un cadre de référence de la civilisation à l'intérieur de cela. Mais Shambhala est créé à partir de la fréquence vibratoire des intermittents d'un trou noir, essentiellement. Ce serait une identification avec cette période intérieure d'harmonie, où il parle de la coexistence des plans psychiques, physiques et éthériques, parce que les fréquences des plans étaient trop proches. Assez proches, et bien sûr, ils se séparent. Michael. Alors, que diriez-vous à ceux qui ont indiqué un très grand vaisseau spatial qui a la forme du sphère et qui est assez grande comme la Lune, récemment arrivé dans notre système solaire, et qui, on prétend que Enki est en charge de ce vaisseau spatial, qu'il est en train de conduire des expériences génétiques et qu'ils sont ici pour aider l'humanité à retrouver son ADN adamique originel. Que diriez-vous de ce genre d'informations? Peter. Je dois vous demander, parce que je n'ai jamais entendu parler de cela, si vous pouviez m'informer. Je ne comprends pas. Michael. Oui, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Il y a Elena Danaon, qui est une contactée. Il y a un initié de l'armée avec qui je travaille, JP, qui parle de flottes de vaisseaux qui arrivent. Vous savez, notre système solaire, et que l'un d'entre eux est le vaisseau d'Enki, qu'il est ici pour aider à restaurer l'ADN adamique originel. Donc c'est un domaine qui intéresse beaucoup de monde, de personnes, et je me demande si c'est un cycle de l'histoire qui se répète, et que cela s'est produit plusieurs fois dans le passé. Et que Enki ait reçu le nom de Teneko. Peter. Non, je n'ai pas entendu parler d'elle. Ce qu'elle a dit ou quoi que ce soit d'autre. Je ne suis pas tellement branchée sur ce courant de conscience, donc je ne peux pas vraiment commenter. Vous savez, ma propre inclination personnelle, je suppose que les gens devraient être plus préoccupés par eux, leur propre situation, plutôt que d'essayer de se battre avec les extraterrestres ou autres. C'est juste mon orientation personnelle. Le problème est que lorsque ces créatures apparaissent, elles apparaissent de façon éphémère ou non, elles ne restent pas dans les parages. Elles laissent les gens dans le pétrin, elles attirent l'attention de tout le monde. C'est l'histoire de tout ça, mouvement de contagion qui remonte aux années 50. C'est là, ça va, ça revient. Et tout ça nous ramène à ce que je disais à propos du défi que l'on doit relever. Radu est de livrer quelque chose de tangible. C'est toute la situation avec l'ère chrétienne. Ce qui est tangible, si vous le réduisez trop loin à la tangibilité, alors que ce n'est pas spirituel. Donc, vous savez, si tu ne vois pas la forêt à partir des arbres, ce n'est pas comme si tu avais besoin d'un bébé messie pour le brandir. C'est une situation constante et répétée. Michael. Eh bien, il serait très intéressant de voir ce qui va se passer dans les 12 prochains mois, car je pense que nous sommes à une période charnière de notre histoire. Je pense que ces rapports de différents groupes extraterrestres qui arrivent semblent être corroborés par les récentes images du télescope spatial James Webb, montrant des choses qui se passent autour de Jupiter.
Je veux dire que Harp mène des expériences sur Jupiter. Tout ce qu'Helena Danaon nous dit est confirmé. Donc vous savez, il y a des données empiriques qui montrent qu'il se passe des choses autour de Jupiter. Vous savez, les personnes contactées et les initiés ont rapporté que ces flottes de vaisseaux se sont garées. Donc il y a quelque chose qui se trame et nous allons le découvrir. Mais je sais que 2023 est une année importante pour nous tous, car elle semble être la fin d'un cycle. Beaucoup de gens parlent de la phase finale, de cette fenêtre de transition. Cette sorte de fenêtre de transition que nous avons, et je sais que ça coïncide aussi, avec le cycle de 20 ans de Montauk. Et vous avez prévu quelque chose en Roumanie l'année prochaine? Vous voulez nous en parler? Peter. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous pour cela. Effectivement, au mois d'août, j'ai réservé le camp de scouts de Tchoklovina où Stéphanie South et moi-même, et je vais l'expliquer, avons eu l'idée de faire un atelier de rêve. Stéphanie est conservateur, disciple de José Arguez, responsable du Jour de la Terre. C'est son enseignement en tant que professeur qui a inspiré ces choses, ainsi que le calendrier maya dont tout le monde est fasciné, et que l'on trouve l'origine dans la période du 10 au 13 août, ou ce que l'on appelle la porte du lion. C'est le biorhythme de Montauk. C'est à ce moment que ces expériences ont culminé à Philadelphie en 1943, à Montauk en 1983. Les chambres en Roumanie sous le Sphinx ont été ouvertes en 2003. Le biorhythme de 20 ans est le plus fort. Le biorhythme de 20 ans est le plus fort. Comme il a dit en 2003, nous attendions que quelque chose se passe ou se produise. Qu'est-ce que ce biorhythme serait? Un énorme blackout s'étendant jusqu'au Canada et centré sur la propriété de Preston, au Caire, New York. Elle s'est étendue jusqu'à Montauk. Nous attendions au même moment, nous ne l'avons pas su que plus tard, qu'il s'ouvrait une brèche dans la chambre sous le Sphinx en Roumanie. Et bien sûr, je me suis concentrée sur l'astrologie pour cela, en particulier avec l'emplacement de la grotte de Tchoklovina. C'est pourquoi la signification de 20 ans entre elle et moi est de polliniser de manière croisée nos héritages ici. Car c'est le moment de travailler sur nos rêves individuels, sur nos grands rêves de l'humanité, les rêves de la galaxie. Fin de l'interview. Vous avez écouté Exopolitique aujourd'hui avec le docteur Michael Salla et Peter Moon. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.